Bonjour Jean-Yves Ruff. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur le plateau de votre nouvelle création, Les Fils Prodigues. Vous avez quitté il y a quelques mois de cela, vous étiez comédien dans le corps de Tarkovsky, dans la mise en scène de Simon Delétang, c'était au Théâtre National de Strasbourg. La pièce est partie ensuite jouer ailleurs, elle reviendra dans la région Grand Est au mois de mai puisqu'elle fera jouer la Comédie de l'Est à Reims. Et on vous retrouve ici avec l'autre casquette, celle du metteur en scène. Et donc ce nouveau projet des Fils Prodigues, adapté de deux textes. Joseph Conrad d'un côté, Eugene O'Neill de l'autre. Deux pièces très peu connues que vous avez décidé de monter en diptyque. Comment est née cette envie, ce désir de ces deux textes? Il est né d'abord par le premier texte qui est Conrad. Moi je suis un lecteur de Conrad depuis longtemps, ses romans, ses nouvelles. Et puis j'ai découvert grâce à un comédien qui m'a glissé un texte dans ma poche, qu'il avait trouvé chez un bouquiniste, j'ai découvert qu'il avait écrit lui-même une pièce. En fait il a adapté une de ses nouvelles qu'il a portée au plateau. Voilà, et puis ce comédien m'a offert cette pièce, je l'ai lue, c'était il y a 15 ans de ça. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait dans cette pièce. Une forme très simple, en même temps complexe, de parabole. C'est l'histoire d'un homme qui attend son fils, qui est parti à l'adolescence et qui, pour tromper son attente, il a trouvé une stratégie. Il imagine que son fils va rentrer demain. Alors ça ne le gêne pas que son fils ne rentre pas le lendemain, donc il reporte d'un jour, et etc., etc. Il a une patience folle, en fait il devient presque fou, mais il attend toujours son fils le lendemain, donc quand son fils arrive le jour même, eh ben, ça peut pas être lui, parce que ça doit être le lendemain. Donc ça a l'air très simple, comme une blague, en même temps ça raconte pas mal de choses sur notre rapport au temps, sur la projection, sur les idées qu'on se fait sur celui qui va venir, ou celui qu'on rêve qui va venir, et qu'on n'est pas connecté au présent. Voilà, donc elle m'intéressait cette pièce, mais c'est une pièce de 3/4 d'heure. Donc il fallait que je trouve une autre chose pour l'accompagner. Je me pressais pas trop parce que j'avais d'autres projets, en me disant que la vie, au gré des lectures, des rencontres, va un jour m'offrir quelque chose. Et puis j'ai un comédien, Gilles Cohen, m'a demandé de l'accompagner pour jouer Yogi, qui est une espèce de solo. Enfin, c'est un duo, mais il y a un second personnage qui a quelques répliques, sinon c'est pratiquement un solo, de O'Neill. Comme O'Neill est un auteur assez mystérieux en France, parce qu'on le montre très rarement, alors que c'est quand même le grand dramaturge américain, qui est quand même pas mal joué chez les anglo-saxons. Mais ici, on n'a pas, c'est comme si ça faisait pas partie de notre culture, ou est-ce que c'est une question de traduction, c'est une question de culture de théâtre, où on n'a pas trouvé le nerf de ces textes, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est peu joué, et je connaissais très peu. Donc je me suis dit, il faut que je me plonge là-dedans. J'ai lu tout O'Neill en un été, il y en a beaucoup. Et je suis tombé sur cette pièce en anac, La Corde, qui a des thèmes très cousins avec la pièce de Conrad, puisque c'est là aussi un fils part, lui en volant de l'argent, il part à l'adolescence et il revient des années après. Alors j'ai appelé ça Les Fils Prodigues, même si par rapport à la parabole de Saint Luc, dans l'évangile, le père accueille le fils, aux grandes dames du fils aîné, et là le père n'est pas capable d'accueillir le fils, soit parce qu'il projette trop, soit parce qu'il est recroquevillé sur son argent, et qu'il se méfie. Voilà, dans La Corde, ça s'appelle La Corde, parce que quand le fils est parti, le père lui a hurlé comme ça, si un jour tu reviens, tu trouveras une corde pour te pendre. Voilà, O'Neill, c'est rarement des pièces drôles. Comme sont souvent d'ailleurs les relations entre les pères et les fils, pas nécessairement drôles, souvent très compliquées. Comment trouver sa place au sein de la famille, comment trouver sa place au sein de la communauté, l'envie de partir, de rompre, de couper avec sa famille, avec son père, l'envie de revenir, pas nécessairement de rester. Quels sont tous ces thèmes qui vous touchent dans ces fils prodigues, partis, revenus, ces fils perdus, retrouvés? Oui. Ah, ça me touche sans doute en tant que fils et en tant que père. Ça me parle pour moi de
Est-ce qu'on transmet quelque chose vraiment à son enfant ou est-ce qu'il faut une rupture? Chez moi, il y a une rupture assez forte et en fait, on ne rompt pas complètement. Pas du tout, mais il y a une rupture à un endroit, une continuité à d'autres. Mais c'est vrai, cette question-là de la rupture nécessaire pour mieux revenir, En fait, je ne sais pas exactement ce qui me touche dans ces deux pièces. Elles me touchent profondément, mais c'est en le travaillant que je découvre peu à peu. Peut-être aussi une chose, c'est un peu des lignes secrètes des deux textes. C'est qu'à chaque fois, les fils reviennent soi-disant en passant par là, ou pour gagner 5 livres sterling. Et puis, on sent que au fond, ils viennent pour autre chose de beaucoup plus profond. C'est un besoin de consolation ou un besoin de savoir ce qu'on est devenu dans la structure familiale, de savoir si on est devenu un homme, savoir si on est respecté, savoir si on existe encore pour les autres. Voilà, c'est le besoin qu'on a de se remettre dans un territoire d'enfance pour mesurer quelque chose peut-être. C'est ça qui m'a touché et c'est un thème qui appartient aux deux pièces. Je pense au titre d'un texte de Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Oui, exactement. Deux textes et deux univers très différents, entre l'écriture de Joseph Conrad et celle de O'Neill. Comment est-ce que vous avez réussi à tisser justement des liens entre ces deux écritures, ces deux univers, même si on va trouver des correspondances assez fortes entre les deux personnes écrivains? Deux personnes qui ont écrit dans des langues très particulières, deux personnes qui ont très vite couru l'aventure à leur façon, mais deux univers et deux écritures très très différentes. Oui, mais c'est en partie ça qui m'intéressait, c'est d'interroger le même fait, qui est un fils qui part et revient. C'est comme si le même comédien va vivre deux cauchemars différents, dans deux langues différentes, puisque c'est les mêmes comédiens qui jouent les deux pièces, donc déjà ça fait un effet fort de lien et de porosité. Ensuite, il y a un espace qui se décline mais qui ne change pas complètement. Il y a un travail vidéo qui relie un peu les deux pièces. Au son aussi, on a trouvé c'est pas tout à fait le même matérage son, mais il y a une continuité. En fait, notre ambition, c'était de se dire, bon, on pourrait présenter une pièce, faire un entracte, et puis présenter l'autre pièce, et comme un peu un concert classique, si vous voulez. Et on s'est dit, c'est peut-être plus intéressant de faire œuvre avec ces deux pièces, d'essayer de les rendre plus poreuses entre elles. Et moi, j'aime de révéler les écritures parce qu'elles sont différentes. Conrad, lui, écrit est polonais qui a appris à écrire en anglais, qui a appris l'anglais, donc il écrit un anglais assez recherché, qui fouille. Et O'Neill écrit une langue qui est, d'après la traductrice Françoise Morvan, qui a traduit deux textes, qui est la langue de son jardinier irlandais. C'est ce qu'elle appelle un sociolecte. C'est-à-dire on pense dans une langue, mais on doit s'exprimer dans une autre. Ce qui permet à O'Neill d'inventer une langue assez contractée, assez pulsée, une poétique bien à lui. C'est un peu la même langue dans Désir sous les ormes, parce que Françoise avait traduit ça pour Langhoff il y a quelques années maintenant. Et voilà, donc ça fait deux rythmiques et deux poétiques très très différentes sur un même noyau thématique. C'est ça qui m'intéressait aussi. Il était évident dès le départ pour vous de demander à Françoise Morvan de traduire les deux textes? En tout cas, de traduire O'Neill, oui. Parce que ce sont des écoles des éthiques de traduction à laquelle j'adhère. C'est-à-dire que Françoise, elle n'imagine pas traduire ça dans un français courant. Parce que pour elle, O'Neill, s'il l'a écrit dans cette langue-là, c'est pas pour rien. Ça crée non seulement des rythmes, mais ça crée un monde en soi. Après, ça devait être André Markovitch qui aurait pu traduire Conrad. Puis comme Françoise avait commencé et qu'elle s'étonnait de tous les thèmes qui passaient de l'un à l'autre, André lui a dit fais les deux, comme ça tu seras plus à même de tisser quelque chose.
Donc c'est Françoise qui a fait les deux. Alors là, nous sommes sur le plateau de votre création, des Fils prodigues. Oui. C'est la fin presque la fin des répétitions et de la résidence que vous aviez ici au Maillon à Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous décidez de monter un spectacle, le moment où vous commencez à en parler avec l'équipe de votre compagnie, le Chaborgne Théâtre, vous commencez à discuter, j'imagine, avec le scénographe, avec la personne qui s'occupait de la création sonore, et puis on parlera du travail avec les comédiens au plateau dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de comprendre ensemble dans quelle direction on va chercher ensemble, de comprendre. Moi je viens de la musique, donc j'aime bien parler de tonalité. Il faut essayer de comprendre la tonalité des textes. Et un texte a une tonalité propre, je crois. Et là, je me disais que ce sont des textes piégeux, parce que finalement, c'est une écriture qui pourrait paraître de vieux contemporain. Voilà. L'écriture de O'Neill en plus, c'est assez à l'oreille, ça peut transformer en espèce de patois si on la prend pas dans le bon sens. Ça peut être une espèce de théâtre sur un milieu paysan violent et aviné, mauvais théâtre social. Donc il y a des pièges, et dans celle de Conrad, où finalement il n'y a pas vraiment Chez O'Neill, on cherche l'argent, c'est une espèce de thriller assez court, mais un thriller. Chez Conrad, c'est des choses qui s'échangent. Quand les comédiens, le personnage a un objectif, il le perd assez vite. Il vient pour rencontrer son père lui ferme la porte au nez. Donc voilà, il se retrouve avec la voisine, il se demande ce qu'il fait là, puis il est charmé par cette voisine, mais qu'il connaît presque depuis l'enfance en imagination, parce que le père a beaucoup raconté à cette voisine l'histoire de son fils. Voilà. C'est assez trouble, c'est comme des Debussy, on passe d'une tonalité à l'autre, insensiblement comme ça, alors que O'Neill, ce serait du Stravinsky, quoi. Donc on travaille là-dessus, puis je me suis dit, ces textes, bien sûr qu'il faut veiller à les entendre, qu'on comprenne la narration, mais qu'il ne faut pas s'en contenter, peut-être qu'il faut les ouvrir à l'intérieur, qu'il y a dedans des thèmes qui dépassent cette petite histoire-là, mais qui nous parlent justement de notre besoin de consolation, qui nous parlent de structures très profondes, qui nous parlent de l'impensable. Quand un fils croit découvrir que son père veut qu'il se pende, c'est quand même difficile à penser, hein. Donc il y a des thèmes là-dedans qui sont ancrés en nous, dans la psyché humaine. Donc évidemment, c'est ça qu'on essaie de chercher aussi. Puis dans les deux pièces, il y a je trouve une dimension assez verticale. Bon, dans la pièce de O'Neill, le vieux cite la Bible tout le temps, donc il se réfère aux lamentations de Jérémie, et puis à Luc, au Fils prodigue. Mais dans Conrad aussi, il y a cette histoire de j'attends demain, une espèce de notion d'espérance, mais d'espérance artificielle, qui le sépare du présent. Alors moi, ça me parle de philosophie, mais aussi de rapport à la transcendance. Voilà. Est-ce que le passage au plateau, l'incarnation par les comédiens, la présence physique brusquement du décor, de la lumière, du son, le fait qu'on rumine le texte en travaillant avec les comédiens tous les jours, est-ce que ça change des choses? Est-ce que vous découvrez au fur et à mesure des choses qui vous paraissaient obscures, ou au contraire, voilà, qu'est-ce qui se lève dans ces textes-là au fur et à mesure de votre travail? Oh oui, ça change tout le temps, hein. Si ça ne changeait pas, ça veut dire que je serais sourd et aveugle. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une hypothèse forte en amont avec son équipe et se prouver qu'on a raison. C'est amené jusqu'au bout, mais ne plus être un spectateur. Et si on est un spectateur, je pense qu'on est toujours étonné de ce qu'on décèle, de lignes secrètes dans un texte, aussi d'angoisse pour un metteur en scène, parce qu'il y a des répétitions où je me demandais pourquoi j'ai monté ça, et d'autres où je comprenais parfaitement pourquoi j'étais en train de monter ça. Donc voilà, des fois on est justement, je pense qu'on arrive à entendre cette tonalité à la suivre, ou une intuition profonde, puis d'autres fois on la perd un peu ensemble, hein. C'est jamais la faute d'une personne. Voilà, c'est dans l'air, ou c'est pas dans l'air. Voilà, et le but c'est de tirer le fil ensemble, et après jusqu'où on peut aller le jour d'une première, c'est toujours une chose un
pas artificiel, il faut bien le présenter devant un public, mais voilà, c'est une date donnée, et pour moi le travail continue après. Et je crois que moi je serais tout aussi étonné de voir ce spectacle en public, parce qu'on le découvre vraiment aussi en public, de savoir quelle résonance il peut avoir, ça je sais pas, franchement je sais pas. Comment vous dirigez les comédiens pendant les répétitions? Est-ce que vous leur donnez des indications très précises ou au contraire vous les laissez vous surprendre? Les deux, mon capitaine. En fait, ouais, je parle de diastole-systole, un peu, où on laisse aller et puis on resserre, on laisse aller et on resserre pour trouver ensemble un chœur. Ouais, on a travaillé au départ à partir d'improvisation aussi. Et on a beaucoup travaillé à la table. De plus en plus, c'est un processus que j'explore, et peut-être que c'est Lupa qui m'a contaminé, Christian Lupa, qui est que je fais de plus en plus confiance au travail de l'imaginaire en amont, et qu'un comédien, s'il sait quelle pensée il suit, alors la question du corps, du souffle vient aussi, alors que s'il ne sait pas trop ce qu'il joue, ben, c'est le savoir-faire qui revient. Donc voilà, j'ai tenté de trouver des processus aussi d'improvisation sur les deux pièces. Au départ, les comédiens ne savaient pas leur texte au cordeau du tout. Donc on a essayé de décrypter tout ce qui se passait, les changements de tonalité à l'intérieur des scènes, les lignes de tension, et puis voir ce qu'il en restait de ça dans l'improvisation. Évidemment, le texte est moins bon, beaucoup plus hasardeux, mais on peut quand même comprendre ce qui reste chez le comédien, de conscience de ça. Et puis après, on est arrivé au texte et à une espèce aussi de souci de comprendre comment musicalement dire ce texte. Donc des fois, oui, je dirige de manière, je suggère de manière très très précise, mais j'ai appris avec un peu d'expérience qu'il ne faut pas vouloir tout de suite les choses. Il ne faut pas être impatient, quoi. C'est comme une ficelle avec des nœuds, alors si on tire dessus, c'est pire. Donc il faut lentement démêler les choses. Et que c'est parce qu'un comédien comprend intellectuellement qu'il peut le faire. Et faire le comédien me réapprend ça. C'est pas parce qu'on le comprend qu'on peut le faire physiquement et qu'on l'a en soi, qu'il faut un temps de maturation. Voilà. Vous pouvez nous présenter un peu l'équipe des comédiens et la comédienne auquel vous avez fait appel pour cette création, puisque je pense que c'est le premier choix du metteur en scène, ça va être justement cette alchimie des comédiennes et des comédiens sur le plateau. Oui. Alors, moi j'aime bien en distribuant, et là ces pièces m'offrent ça, j'aime bien les pièces où il y a plusieurs générations, alors je suis gâté. Donc il y a Jérôme Der, avec qui j'ai déjà fait Mesure pour Mesure, et joué le Duc. Fred Ulysse, un ancien boxeur qui s'est mis un peu comme Ventura, qui a commencé par le combat et passé au théâtre, au cinéma après. Jamel Belghazi, que j'ai rencontré en Suisse, lui qui est un ancien trader, j'aime bien les anciens. Johanna S, que j'ai rencontré au TNS, je l'ai eu quand on était en première année, donc je retrouve là. Vincent Mourlon, avec qui j'ai travaillé, je l'avais vu la première fois dans un spectacle de Jean-Pierre Vincent. Il sortait de l'école de Cannes et puis on a travaillé, on fait 3-4 spectacles ensemble. Voilà. Puis je trouvais qu'il avait une correspondance avec Jérôme Der, c'est des secs et nerveux, et je croyais à la filiation. Voilà. Et puis il y a Emma, alors je vais être embêté parce que j'appelle Emma, mais parce qu'elle vient d'arriver. On devait avoir une petite fille de 8 ans, mais la commission voulait qu'on inverse les deux pièces pour que la petite fille se couche plus tôt. Donc pour moi, c'était impossible d'inverser les deux pièces. Commencer par Stravinsky puis Debussy, c'est un peu compliqué. Donc on a pris une comédienne de strasbourgeoise qui sort du conservatoire de Strasbourg et qui est très très bien et qui nous improvise une petite fille, même si elle a 27 ou 28 ans. Mais moi j'y crois. Jean-Yves Ruff, avant de vous laisser retourner avec les comédiens et avec votre équipe aux répétitions avant la création des Fils prodigues, revenons quelques années en arrière, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit oui, le théâtre, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça à quoi j'ai envie
Passer ma vie. Vous vous souvenez s'il y a un moment particulier qui a déclenché ce goût, cette envie, ce désir? Non, il n'y a pas un choc. Il y a des gens qui ont un choc, comme Claudel dans une église. Non, mais il y a... Moi, j'étais musicien avant, musicien classique, je jouais du hautbois. Et le métier de musicien, j'ai senti que ce n'était pas mon métier. Voilà. J'ai senti que passer ma vie dans un orchestre ou enseigner le hautbois, je lisais de plus en plus, j'étais curieux, j'avais envie d'autre chose, pas un jugement sur le métier de musicien du tout, hein, c'est très personnel. Donc j'ai arrêté, j'ai créé un désert et j'ai fait des études de lettres en n'ayant pas vraiment envie d'être prof non plus, je sais pas trop. Et puis c'est les hasards de la vie et je pense une envie que je m'avouais pas. Il y a quand même, bien sûr, on fait pas ça par hasard. Je pense qu'il y a un besoin de sortir de son cocon, de sa carcasse, de s'exprimer. Il se trouve que mon frère était déjà comédien. Il a commencé avant moi. Lui, par contre, c'était une chose qu'il faisait depuis l'adolescence. Moi, pas du tout. Et quand il est rentré au conservatoire, il a pu me laisser sa place de concierge au cours Florent, parce qu'il était concierge, donc on ne payait pas l'écolage. Et moi, j'avais envie d'essayer. Voilà. Et ce que je ne dis pas, c'est que j'ai quand même commencé... Si, il y a quand même quelque chose qui m'a fait entrer là-dedans. C'est que par le plus grand des hasards, chercher des cours à donner, des cours d'éveil musical, c'était quand même ce que je pouvais faire le mieux. Et puis il manquait dans ces structures, c'est la rue ma maison, un professeur de théâtre. Alors j'étais dans le bureau avec un ami qui a dit « Mais Jean-Yves fait du théâtre depuis longtemps », ce qui était complètement fou, je n'avais jamais fait. Et j'ai dit oui. Pas faire mentir mon ami, bien sûr. J'ai commencé comme un imposteur à donner des cours à des enfants. Et là, j'ai compris que c'était un art qui mêlait beaucoup de choses que j'aimais. Il y a un rapport au son, au rythme, à la musique. Hein, en dehors de la bande-son, mais un texte même, pour moi, c'est aussi des rythmes et des sons. Il y a un rapport à la littérature. C'est un art collectif. Il y a un rapport et au corps et à l'intelligence. Enfin, c'est très complet. Et je me suis dit, tiens, ça, je pense, je pourrais passer une vie. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais sans me dire que je pourrais en faire un métier, c'est déjà âgé, je ne pouvais plus passer les écoles. Enfin, je pensais que je ne pouvais plus passer les écoles. Il se trouve que je suis rentré au TNS une année où c'était reporté à 26 ans. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait dans ce parcours, cet accès au théâtre. Mais j'ai beaucoup appris avec les gamins. Ouais. C'était ma première école, ça a été de voir improviser et jouer les enfants. Ouais. Et cet aspect-là de la transmission ne vous a pas lâché puisque vous continuez à... Ah non, ça m'a pas lâché, oui. À être à l'écoute des jeunes comédiens ou le théâtre, c'est quelque chose dans la société aussi. Et vous n'arrêtez pas d'aller voir ce qui se passe autour de vous, d'essayer d'emmener les gens dans le travail du théâtre. Mm-hmm. Oui, c'est un microcosme, une équipe de théâtre entre l'économique, parce qu'il y en a bien sûr, l'artistique, le politique, enfin ça mêle beaucoup de dimensions. Il faut une éthique là, au milieu pour travailler tous ensemble. Donc c'est vrai qu'au-delà du fait de jouer un spectacle ou de faire un cours de théâtre dans une école, pour moi c'est aussi une espèce de manière de transmettre une manière d'être. Alors un regard, une écoute, transmettre dans tous les sens, hein, parce que je dis pas que moi je transmets ça aux autres. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait entre nous. J'aime beaucoup ce mot « entre ». Et souvent, j'aime les spectacles où il y a une idée qui arrive, on dit « mais qui a inventé ça ?» et on ne sait plus. Ben, c'est passé entre. Voilà, donc oui, la transmission, pour moi, j'ai fait très tôt, mais plus j'avance en âge, plus ça devient nécessaire pour moi. Voilà. Aussi parce que moi j'ai rencontré des gens qui m'ont transmis beaucoup, donc voilà, ça m'a mis dans ce mouvement là, et parce que peut-être les artistes que j'aime, que j'admire, enfin parmi ceux que j'aime, j'admire, il y en a beaucoup, mais je pense que ceux avec qui j'ai travaillé comme Régis Loupa, ce sont des gens qui transmettent. Loupa, il a toujours sa classe à Cracovie. Et c'est essentiel pour lui, et moi je vois ça comme ça, que la transmission nourrit la création, et la création nourrit la transmission. Et c'est quand même des espaces, la transmission, où on peut chercher.
hein. On peut se tromper, on peut élaborer des processus qu'on va ensuite utiliser en création et inversement. Le désir de théâtre est toujours le même. Ah oui. Il n'est pas nécessairement efficace de travailler dans le théâtre, d'aller au théâtre, d'aller voir des tableaux, de lire, mais c'est juste vital. Oui, en fait, ça peut ne pas être vital pour tout le monde, hein. Et je le comprends très bien. Pour moi, ça a été vital de lire quand j'étais enfant. Ouais, je pense que c'était une nourriture qui m'aidait à vivre et à inspirer. Alors de là, après, est née peut-être l'envie de partager ces lectures. Moi, je suis venu au théâtre plus par la littérature, d'autres viennent par le sens de l'espace, où voilà, on a des entrées différentes. Mais oui, pour moi, c'est vital. Et une des gageures que je me donne, c'est de garder ma sève. Oui. Et ça, c'est faut être vigilant pour ça, parce qu'on peut être vite rattrapé par des machines, ou de production, ou d'excès de fatigue, ou reproduire les choses qu'on sait faire. L'enseignement me permet aussi d'avoir ces plages de recherche. Ben, je me dis, ouais, si j'ai eu des guides comme ça. La première pièce que j'ai jouée ici, je crois que c'était au Wacken, c'était avec le TNS à l'époque, c'était Heiner Müller. Et il y avait une équipe où je retrouvais parfois des choses similaires à la musique, c'est-à-dire, mais c'est normal, voilà, on se demande en tournée où on va dépenser, où on va manger le soir et tout. Et moi à l'époque il fallait penser qu'au plateau. Et il y avait un homme dans cette équipe qui était déjà très âgé, enfin très âgé, je l'ai connu très âgé, mais il avait déjà plus de 70 ans, c'est pas très âgé, mais Roland Sassy, que j'aimais beaucoup, enfin que j'ai découvert là. Et que j'ai vu Roland qui à son âge avait une curiosité, une mauvaise humeur à la Thomas Bernhard très saine, un appétit de lecture, de partage, et voilà, je lui dis si on peut vieillir comme ça, alors ça va, je veux bien faire ce métier. Voilà, alors ça a été un peu mon guide, Roland.